j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et bien voilà, c'est fait, François Fillon a été mis en examen et contrairement à ses engagements initiaux, ne va pas se retirer pour autant de la course à la présidentielle. Comment expliquer son acharnement à poursuivre l'aventure présidentielle alors que les sondages le donnent perdant et qu'une partie des siens a fait défection? Comment expliquer le discours complotiste qu'il nous sert aujourd'hui, fait de manipulation politique et judiciaire? Au point où c'en est arrivé, on n'est plus dans le politique, mais dans le psychologique. Et pour comprendre les raisons psychologiques d'un tel acharnement de la part du candidat Fillon, il faut se rappeler de son parcours politique, principalement sur les 15 dernières années. Dans les années 80-90, tout semble sourire à François Fillon. Il est tour à tour député de la Sarthe, sénateur, élu régional des Pays de la Loire et ministre. En 2002, sous la deuxième présidence de Jacques Chirac, il accède au poste de ministre des Affaires sociales et du Travail. Et en 2003, mène à bien une réforme des retraites fort contestée dans la rue. En 2004, il devient ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et entame une réforme du baccalauréat. Cette réforme introduisait notamment une part de contrôle continu au bac. Cette mesure en particulier sera très contestée dans la rue par les lycéens. Craignant ces manifestations lycéennes, Jacques Chirac lui demande d'annuler sa réforme, ce qu'il fait à contre-cœur. Suite à ces reculs successifs, dans un élan d'orgueil, il déclarera que ces réformes seront les seules réformes dont on se souviendra de l'ère Chirac. Se voyant comme un réformateur, ce quinquennat Chirac laissera donc un Fillon désabusé devant le peu de témérité de son camp, ce qui le conduira à soutenir Nicolas Sarkozy pour les présidentielles de 2007, dont l'image est celle d'un homme déterminé. Avec l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, il devient Premier ministre. Mais être ministre sous Sarkozy n'est pas une partie de plaisir, l'hyper-président, comme on l'appelait à l'époque, présent sur tous les fronts, qualifiant ses ministres de simples collaborateurs. Ce quinquennat Sarkozy est encore une fois une frustration pour le Sartois, qui déclarera après la défaite de la droite face à Hollande qu'il n'a pas pu mener les réformes aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Sarkozy se retirant de la vie politique suite à son échec au présidentiel de 2012, une guerre de succession s'ouvre à droite, privée de son leader naturel. Le collaborateur Fillon voit enfin la possibilité de tenir le premier rôle au sein de sa famille politique. L'UMP, l'ancêtre des Républicains, doit élire un nouveau dirigeant qui sera de fait le leader de la droite. Son concurrent le plus sérieux est alors Jean-François Copé. L'élection interne tourne à la vaste blague, puis au psychodrame. Le scrutin est entaché de soupçons de triche de la part du camp Copé qui ne gagne l'élection que d'un cheveu. François Fillon, bien décidé à ne pas se faire voler la victoire, entre alors en guerre contre son concurrent, au point que l'UMP passe très près de l'explosion. Au cours des semaines qui suivent l'élection truquée, François Fillon crée son propre groupe parlementaire, le Rassemblement UMP, potentiel prélude à une scission du parti de droite. Finalement, la crise interne se conclut par une trêve, Copé restera finalement secrétaire général, mais son image dans l'opinion restera durablement altérée, quand François Fillon, lui, passera plutôt pour la victime dans l'affaire. Amoindri moralement et décrédibilisé aux yeux de l'opinion, la droite ne peut jouer correctement son rôle d'opposition face à Hollande, ce qui a probablement en partie expliqué la poussée du FN aux européennes 2014. Tout cela poussera Sarkozy à revenir en politique pour remettre de l'ordre dans le parti lors de l'élection interne à la fin de cette année-là. Il changera d'ailleurs le nom du parti en Les Républicains pour faire oublier cette période. La suite, on la connaît. Il se présente et gagne à la primaire de la droite alors que personne ne l'avait vu venir et finalement, alors que les sondages le donnent virtuellement futur président, est victime du Penelope Gate. Il passe alors du statut de favori à celui de tare morale ambulante. Il dévisse dans les sondages, voit ses chances de victoire s'amenuiser et une partie de son camp le trahir dans la foulée. Voilà donc la clé pour comprendre la psychologie fillonienne. Voilà pourquoi il s'acharne. Les 15 dernières années auront été des années de frustration pour François Fillon. À la fois éternel second, systématiquement freiné par ses pairs dans sa volonté réformatrice et dépouillé de ses victoires. François Fillon refuse aujourd'hui de se voir voler une victoire qu'on lui avait promise, à la fois revanche et plus belle victoire de sa vie. Et si on laisse le politique et la morale de côté pour vraiment entrer dans la tête de François Fillon, ce qui lui arrive est assez cruel. Après des années à ronger son frein, cette victoire à la primaire, dernière marche vers le haut du podium, s'est transformée en son pire cauchemar. Sa victoire potentielle à la présidentielle s'est transformée en procès. C'est le grand 8 émotionnel. Aujourd'hui, Fillon est entré dans deux logiques sacrificielles complémentaires. Au niveau collectif, il impose à sa famille politique, qui l'a souvent déçu et trahi, une logique de marche ou crève. S'il doit couler, il entraînera par le fond ceux qui l'ont à la fois porté et déçu. Et au niveau personnel, il est dans une logique ordalique. Vous savez, l'ordalie c'était le jugement de Dieu au Moyen-Âge, par exemple les combats judiciaires dans lesquels Dieu était censé guider la main du juste. Et bien là, c'est une ordalie démocratique. Le suffrage universel le désignera coupable ou innocent. Quelque part, la morale de son parcours politique dépendra du résultat de cette élection. S'il déjoue encore les pronostics et est élu, ce sera une morale de sportif. Même si personne n'y croit, bats-toi et tu gagneras. Et s'il échoue, ce sera une morale d'homme pris dans des sables mouvants. Bats-toi, débat-toi et tu sombreras. Personnellement, je préférerais la deuxième hypothèse. J'aime les histoires où l'humain lutte courageusement mais vainement contre un destin tragique. Même si là, il faut dire ce qui est, le destin tragique, il s'est un peu foutu dedans tout seul.
Et bien voilà, cette courte vidéo est terminée. Si elle vous a intéressé, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Et pourquoi pas, si elles vous ont convaincu, à vous abonner.